Bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur la 3. Il est 19h40. Dans un peu plus d'un quart d'heure, nous vous donnerons le nom du 22e président de la République, le successeur du chef de l'État, le successeur de François Mitterrand, Jospin Chirac. Chirac-Jospin, nous vous le répétons depuis quelques jours, le résultat sera sans doute serré entre les deux hommes, les deux postulants au titre suprême. Nos ordinateurs sont au travail car la plupart des bureaux de vote sont fermés depuis 18 heures. Pour l'instant, un seul chiffre, Gilles, c'est l'estimation de la participation. Oui, 80,4% de participation, soit 19,6% d'abstention. Vous savez que l'abstention, c'était un des enjeux majeurs de ce second tour. Il y en a trois, je vous le rappelle, les abstentionnistes, les indécis, nombreux pendant toute la campagne, en tout cas juste avant le premier tour, on l'avait vu. Et puis la troisième clé, bien entendu, le comportement, par exemple, des électeurs du Front National, 15%, je vous le rappelle, des suffrages exprimés du premier tour. Pour revenir à ce chiffre de 80,4%, c'est un chiffre supérieur au premier tour, mais on a moins voté tout de même qu'au second tour de 81 et 88. Des comparaisons que Stéphane Rosès de l'Institut CSA va détailler maintenant. Oui, tout à fait. Je crois qu'il est intéressant de constater que cette participation est à la fois une participation faible par rapport aux moyennes nationales des 5 élections présidentielles antérieures et en même temps relativement forte si nous constatons qu'au premier tour, à la fois Jean-Marie Le Pen et Arlette Laguillet n'avaient pas donné de consigne de vote effectivement à leurs électeurs, soit environ 20% de l'électorat qui n'avait pas de la part de ces leaders de premier tour de consigne de vote. Ce qui fait que nous nous retrouvons juste au-dessus de la participation de la présidentielle de 69, où je vous rappelle que justement 26% de l'électorat n'avait pas non plus reçu de consigne de vote. Donc déception par rapport aux autres élections présidentielles et en même temps par rapport aux consignes de Jean-Marie Le Pen et d'Arlette Laguillet, au total une mobilisation assez importante. Vous vous souvenez qu'à la fois Jacques Chirac et Lionel Jospin ont appelé à une forte mobilisation de la part de l'électorat. Nous verrons à 20 h au total auquel des deux candidats cette mobilisation a profité. Merci Stéphane Rosès. Pour avoir d'autres chiffres relatifs à la participation, d'autres chiffres plus officiels, j'appelle en direct le ministère de l'Intérieur où nous attend Fernand Tavares. Fernand. Bien, du côté de la participation, je vous confirme un petit peu les tendances que vous avez indiquées. Effectivement, on n'est pas dans une configuration de très forte mobilisation puisqu'on a connu des élections présidentielles à 84-85%. Donc c'est plutôt faible. C'est un tout petit peu plus que le premier tour, donc il y a 15 jours. Les informations qui parviennent en ce moment au ministère de l'Intérieur sont de plusieurs ordres. Tout d'abord ici, on additionne, on regarde, on consulte tout ce que publient en ce moment les instituts de sondage de France et de Navarre à la sortie des urnes. On y ajoute bien évidemment les renseignements fournis par les indicateurs, ceux qui donnent les renseignements au ministère de l'Intérieur ou dans les préfectures. Et ce qui apparaît déjà, c'est qu'à 20 h, il y aura un président de la République. Alors, il va me dire, c'est pas un scoop, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans une configuration, apparemment, d'après ce que je vois, on n'est pas dans une configuration de 50-50. Celui qui sera élu le sera un petit peu plus confortablement. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Que ce soit Lionel Jospin ou Jacques Chirac, en tout cas, les deux devront s'interroger pour savoir si le report de voix a été favorable dans l'ensemble, a été bien mobilisé sur la gauche et sur la droite. Ça, c'est une des questions du 20 h. Et puis, il faudra également s'interroger sur cette participation et voir si l'un ou l'autre a eu plus de charisme que prévu. Merci Fernand. On n'en dit surtout pas plus pour le moment. Cette soirée, ça c'est le côté pratique de la soirée sur France Télévisions, est jumelée avec un serveur télématique. Vous pourrez avoir toutes les estimations et surtout tous les résultats département par département et ville par ville grâce au Minitel et grâce à l'ordinateur et au réseau planétaire Internet avec lequel nous sommes tout à fait exceptionnellement connectés ce soir. Et nous allons vivre cette soirée en compagnie de nombreux invités de la société civile et de la classe politique qui sont déjà avec nous sur le plateau. Nous saluons Lucien Rebuffel, le patron de PME. Brice Lalonde va venir nous rejoindre. Philippe Bourguignon, le président d'Euro Disney, est avec nous. Roland Dumas, le président du Conseil constitutionnel, est aux côtés de notre PDG et aux côtés des directeurs généraux, du directeur général de la 3, M. Gouillou-Beauchamp. Lotfi Bellassine, le PDG d'Air Liberté, est avec nous également. Nous attendons M. Toscan du Plantier, Luis Fernandez, l'entraîneur du PSG. Un beau plateau politique également, Gilles, ce soir. Beaucoup de monde sur notre plateau, en tout cas dès 20 h. Pour Jacques Chirac se succéderont donc dès 20 h Jacques Toubon et Hervé de Charette. Et je vous fais une confidence, ils sont en ce moment dans le bureau de Jacques Chirac en attendant les résultats définitifs. Se succéderont également Michel Barnier, Edmond Alfandéry. Et pour le candidat Lionel Jospin, eh bien, nous aurons Elisabeth Guigou, Jack Lang, qui est l'ancien ministre de la Culture, qui est d'ores et déjà présent, Bernard Kouchner, sans oublier bien entendu les autres forces politiques seront présents, par exemple André Lajoigny pour le Parti communiste et Marie-France Thirbault
bois pour le Front National. J'ajoute que juste après le film, Le Casse, avec M. Belmondo, eh bien, seconde partie de soirée avec là aussi des invités, et nous montrerons les nouveaux visages, la nouvelle équipe du nouveau président de la République, c'est-à-dire du vainqueur. Et là, nous entrerons déjà dans l'après-second tour, puisque cette nouvelle équipe sera confrontée à des experts, et nous traiterons des problèmes, des urgences qu'il y a à régler pour le pays. D'un mot, Monsieur Lang, dans quel état d'esprit est-on à 10 minutes, un quart d'heure du score, du résultat du deuxième tour d'une élection présidentielle? Je crois ému comme le sont des millions de Français en cet instant. Ils ressentent bien que c'est un moment historique. Et les cœurs battent, je pense, dans beaucoup de foyers de France. Ému et apparemment serein. Il faut accepter, quel qu'il soit, le verdict des électeurs, qui est le grand souverain. C'est lui qui décide. Merci, nous serons fixés maintenant dans une bonne dizaine de minutes. Avant de vous présenter les directs que nous avons mis en place, on va s'arrêter tout de suite sur une image symbole. C'était en fin de matinée à Château-Chinon, en plein cœur de la France. Voici le dernier vote de François Mitterrand, président de la République. C'est un reportage d'Alain Chabot et d'Hervé Gutmann pour les images. Ce matin, ils sont partis tôt, sait-on jamais. C'est la dernière fois que François Mitterrand va voter en tant que président, pas question de rater l'occasion. Alors, monsieur et madame Isberg ont vite rempli leur devoir électoral et ils l'ont attendu. Viendra, viendra pas, 11h15, le voici enfin. Applaudissements, madame immortalise la scène, il passe tout près d'eux, mais pas assez hélas pour leur serrer la main. Qu'importe, ils pourront dire qu'ils y étaient. Vous êtes vraiment des fanatiques, vous suivez ses déplacements? Absolument. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Son brillant. Vous l'admirez? Ah oui, beaucoup. Ce matin, malheureusement, le président était pressé. La reine Elisabeth l'attendait à Londres. En une demi-heure, il était déjà reparti. Chez les Isberg, on a ressorti l'album photo. Autrefois, monsieur a même été conseiller municipal de François Mitterrand, avant, quand il était maire de Château-Chinon. Toute une époque, et ils s'en souviennent bien. Le président leur a même dédicacé 2 livres précieusement conservés. Bientôt, il ne sera plus à l'Élysée, après tout, c'est tant mieux. Parce qu'il va revenir à Château. Il viendra même peut-être sûrement plus souvent. Ce soir, à 20h, ils seront eux aussi devant leur poste de télévision pour connaître le successeur d'un président qu'ils aimaient bien. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, tout laisse à penser que le scrutin de ce soir, le scrutin du deuxième tour, sera relativement serré. Lionel Jospin et Jacques Chirac étaient au coude à coude dans les derniers sondages confidentiels auxquels nous avons eu accès, et on n'a pas l'impression que le débat de mardi dernier ait permis à l'un d'entre eux de faire vraiment la différence. Voyons tout de suite comment ils ont vécu cette journée qui deviendra somme toute historique pour l'un des deux hommes. On va commencer par Jacques Chirac, qui a passé une bonne partie de son temps dans l'un de ses fiefs en Corrèze. C'est là que nous attend Marc Cottement. Oui, Henri, visiblement, Jacques Chirac avait décidé de passer cette première partie de journée ici, chez lui, en Corrèze, pour accomplir bien sûr son devoir électoral, mais pour être aussi auprès de ses proches et de ses amis. Alors, il est arrivé en fin de matinée à Saran. Ses partisans étaient un peu anxieux, il faut dire, mais en revanche, lui, Jacques Chirac, est apparu comme extrêmement détendu et très souriant. Et nous avons suivi donc toute cette journée à partir de son arrivée ce matin à l'aéroport de Brive. C'est un reportage qui est signé Zindine Boudaoud et Benoît Véran. Jacques et Bernadette Chirac ne sont pas seuls. Dès leur arrivée ce matin à Brive, les Corréziens apportent leur soutien à leur député dans la course à l'Élysée. Si. On verra. Si. À Saran, peu avant midi, leur favori apparaît. Souriant, détendu, Jacques Chirac est dans son élément. Ici, au premier tour, il fut largement vainqueur. Oh, mon appareil marche pas. Au milieu des journalistes et de ses partisans, le candidat de la majorité éprouve le plus grand mal à se frayer un chemin jusqu'au bureau de vote. Jacques Chirac ne s'attarde pas dans l'isoloir. À 11h30, il glisse le 95e bulletin dans l'urne. Ses partisans sont convaincus qu'il est le successeur de François Mitterrand. Celui qu'ils n'osent plus appeler le grand fait partie de la famille. Il a même embrassé la petite. Il embrasse tout le monde, il dit un petit mot à tout le monde. Et avant de rallier Paris, le député du SEL fait un dernier geste vers les Corréziens. Un déjeuner avec ses vrais amis de 30 ans. Au menu, tradition oblige, tête de veau à la corrézienne. Ah, tu es là. Excuse-moi. Vous m'avez dit que tu étais en train de cuire la tête de veau. Voilà. J'espère que ça sera bien cuit. Certainement. Le repas a été très cordial, très sympathique, très décontracté. Vraiment, on a parlé de tas de choses, du beau temps, de la journée magnifique qu'il faisait, mais jamais d'élection.
Même avec ses amis, Jacques Chirac s'est bien gardé d'aborder la question. Comme toujours dans son fief corrézien, il devrait rafler tous les suffrages, mais pour lui aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Voilà Henri, en tout cas je vous donne rendez-vous dans cette maison près d'Ussel. Les partisans de Jacques Chirac ont pris l'habitude de se retrouver ici les soirs d'élection et c'est évidemment un soir très important et tout le monde est très impatient ici. Et anxieux, merci, on se retrouve tout à l'heure en direct d'Ussel. Lionel Jospin a voté dans son canton de Sainte-Gabelle, c'est en Haute-Garonne, c'est là que nous retrouvons en direct lui aussi Gérard Vallès. Le ton monte je suppose et on est là aussi extrêmement prudent et anxieux à la fois. Ben oui, vous savez Henri, on est prudent, on est anxieux, on commence même à s'impatienter en attendant les 20 heures fatidiques. Il faut dire qu'ici, les procédures de vote sont interrompues depuis déjà 2 heures dans les cantons ruraux. Alors faute de résultats, je peux tout de même vous donner quelques participations en ce qui concerne Midi-Pyrénées. On a un peu plus voté qu'au premier tour, 2% de plus, mais beaucoup moins qu'en 88, 6% de moins. Donc c'est dire qu'on suit à peu près le mouvement du reste de la France. Alors ici à Sainte-Gabelle, c'est une précision, 89% des électeurs se sont déplacés aux urnes. C'est dire que l'on a fait mieux que lors du premier tour. Sainte-Gabelle attend et commente donc les résultats de la commune, mais je ne vous les donnerai pas bien sûr. Elle commente les résultats et les amis de Lionel Jospin font la chasse aux infos, aux rumeurs, histoire d'en savoir un peu plus. En attendant, les amis de Lionel Jospin ont fait la fête avec lui, car à 12 heures, Lionel Jospin était ici. Ils ont partagé avec lui un moment de convivialité. Et c'est ces images-là que je vous propose. C'est un reportage de Christian Meis et Christophe Camillaris. Je suis contente de l'ambiance qu'il y a à Sainte-Gabelle, de voir tout ce peuple. Ça me réjouit. À l'âge que j'ai, je suis contente, je ne peux pas vous dire mieux. Vous m'avez enregistré? Vous l'avez? Oui, mais c'est bien. Ça me fait plaisir. Sainte-Gabelle avait aujourd'hui l'émotion d'un premier communion. Depuis 15 jours, cette bourgade de 2000 habitants, aux confins de la Haute-Garonne et de l'Ariège, découvre les délices et les contraintes de la célébrité. Tôt ce matin et même hier soir, pour certains, sont apparus les premiers projecteurs. Et puis, très vite, la foule s'est agglutinée devant la minuscule mairie. Habitants, curieux des environs et journalistes venus de partout. Midi, enfin, Lionel arrive et c'est tout un village qui veut le toucher, lui parler. Bien sûr, tout le monde sait bien ici qu'aujourd'hui, le temps de Lionel Jospin est compté, qu'il ne pourra pas rester, qu'il faut qu'il rentre à Paris. Mais dans ce village où chaque électeur est aussi un ami, le candidat est d'abord un citoyen convivial qui s'est arrêté pour déjeuner et discuter. Alors, à l'instant du départ, toujours trop tôt bien sûr, chacun s'accorde à dire que quoi qu'il arrive ce soir, Lionel Jospin aura rempli sa mission, rendre sa place à la gauche. Le scrutin sera clos dans une dizaine de minutes. On vote encore, vous le savez, dans la plupart des grandes villes, dont Paris, la capitale, où nous retrouvons tout de suite Patrick Esther en direct. Oui, Patrick. on vote encore pendant effectivement 8 minutes environ avant de fermer les portes ici de ce bureau de vote du 11e arrondissement. En fait, vous avez assisté quasiment en direct au dernier vote de ce bureau parce que depuis 1 heure, eh bien, il y a beaucoup moins de votants. Alors, le taux de participation, manifestement, aura du mal à dépasser les 76%, ce qui est quand même, malgré tout, 4 points de plus que les 72% du premier tour. Alors, bien sûr, suspense terrible ici dans ce bureau de vote, parce que les scrutateurs qui surveillent le scrutin, eh bien, sont là, les assesseurs, à moitié jospinistes et pour l'autre moitié, eh bien, chiraciennes. Et bien sûr, certains ont le sourire plus que d'autres. Manifestement, certaines informations ont quand même un peu transpiré à travers les états-majors des partis. Et vous voyez, rien n'est joué encore, mais certains commencent à un petit peu ressentir. Je ne veux rien voir. Vous savez qu'avant 20 heures, nous n'avons absolument aucune information. Non, aucune. Je ne vous ai pas dit lesquels souriez. Hein. D'accord, merci. Pour commenter les résultats, tout le réseau de la 3 est donc mobilisé ce soir. On va faire un rapide tour de France en commençant par Lille, où nous attend Laurence Creusot. Lors du premier tour, c'est Jospin qui était arrivé en tête avec un peu plus de 27% des suffrages, Laurence. Effectivement, mais le chiffre que l'on retient pour l'instant à Lille, c'est 24 degrés, parce que nous sommes en train de battre des records de température cinquantenaire, ce qui explique peut-être que les électeurs du Nord et du Pas-de-Calais n'ont pas été plus nombreux à voter lors du deuxième tour. Il y a eu même un taux de participation inférieur d'1 point dans le Pas-de-Calais. On va examiner avec intérêt les reports des voix du Front National. Si Lionel Jospin est arrivé en tête, vous l'avez dit, il était suivi de très près par Jean-Marie Le Pen avec 17% des voix et Jacques
Chirac, dans le Nord, n'arrivait qu'en 4e position. Le Front National qui est arrivé en tête lors du premier tour avec 27% des voix à Tourcoing ou à Maubeuge, ou bien encore dans des villes de tradition communiste dans le bassin minier comme Wany, où il a obtenu 28% des suffrages. On attend ici aussi avec intérêt l'évolution du rapport droite-gauche. Au premier tour, pour la première fois, dans la région, le cumul des voix de gauche est passé en dessous de la barre des 50%. Rappelons qu'en 88, c'est dans le Pas-de-Calais que François Mitterrand avait réalisé son meilleur score national avec 65% des suffrages. Direction Marseille où nous attend Hugues Girard. À vous Hugues. Oui, eh bien, rapidement parce qu'on se rapproche dangereusement de 20h. Absolument, et qu'il y a plein de gens qui ont envie de savoir à quoi ressemblera la tête du nouveau président de la République dans 5 minutes effectivement. Alors vous vous souvenez qu'il y a 15 jours il pleuvait des cordes derrière moi, aujourd'hui il y a un grand soleil. Et c'est probablement la raison pour laquelle effectivement les Marseillais et puis les gens de Provence sont venus voter très tôt ce matin. Mais malgré cet afflux vers les bureaux de vote ce matin, on ne dépassera pas les records de 1988. Le score, la participation finale se situera probablement entre 1980 et 1988, c'est-à-dire un petit peu en dessous de 80%. Alors on attend bien sûr ici de savoir si Jean-Marie Le Pen a eu beaucoup d'effets sur l'électorat par une espèce de consigne d'abstention ou de vote blanc. C'est semble-t-il pas le cas. Les Provençaux et même les départements qui ont beaucoup voté pour Jean-Marie Le Pen ont voté tout à fait normalement aujourd'hui. Mais ça sera à mesurer juste après les résultats. L'estimation dans très exactement 4 minutes, une estimation qu'on est sûr de donner à 20h, Stéphane Rosès, d'un mot. Oui, tout à fait. Sans trahir de secret. Une estimation que nous pourrons donner à 20h grâce au travail des enquêteurs de l'Institut CSA qui ont suivi les dépouillements dans un échantillon national représentatif de bureaux de vote. Les dépouillements sont rentrés en direct, ce qui permet à nos informaticiens, à nos estimateurs et politologues de donner les résultats dès 20h qui seront ensuite seulement affinés à la décimale en cours de soirée. Merci. Que font les deux candidats, les deux postulants au poste suprême à quelques minutes seulement du score? Michel Lemerle, vous êtes devant l'hôtel de ville de Paris. Oui, je suis même à l'intérieur de l'hôtel de ville, une ambiance un peu pesante au 2e étage, dans le bureau du maire, où son état-major est réuni depuis le milieu de l'après-midi. Jacques Chirac est arrivé vers 16h à l'hôtel de ville, après avoir, vous l'avez vu tout à l'heure, déjeuné et voté en Corrèze. Il a été suivi ensuite par une partie de son état-major, Jean-Louis Debré, mais aussi, on a vu passer Philippe Seguin, Alain Juppé. Il a été rejoint dans son bureau aussi par un certain nombre de ministres chiraciens, comme M. Charette, Madelin ou RPR, comme Toubon. La déclaration, il est toujours dans son bureau, la déclaration à 20h30, dans la salle des fêtes là-haut. Difficile de dire l'ambiance, car les journalistes, pour l'instant, sont cantonnés dans la salle des tapisseries. Elles sont magnifiques, mais elles sont un peu statiques. Nous n'avons pas, pour l'instant, la liaison avec la rue du Cherche-Midi, ou plutôt la maison de la Chimie. S'il vous plaît, ne passez pas devant les caméras où se trouve Lionel Jospin et son état-major. D'un mot, Gilles Leclerc, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président sera élu alors qu'il a totalisé moins de 25% des voix au premier tour. Oui, ce qui va être déterminant et ce qui va faire l'élection dans quelques secondes maintenant, c'est principalement, je dirais, 3 facteurs. D'abord, bien entendu, l'attitude des abstentionnistes du premier tour, plus de 21%, je vous le rappelle. Ensuite, c'est le comportement des indécis, jamais si nombreux à l'approche d'une élection présidentielle, d'après en tout cas les derniers chiffres publics de la semaine dernière. Enfin, c'est le plus important, c'est bien entendu le phénomène des reports de voix. Jamais depuis 65, les deux candidats finalistes n'auront réuni au premier tour aussi peu de voix à eux deux. Disons grosso modo 44% pour l'un, un peu moins pour l'autre. Alors que vont faire par exemple les électeurs de Jean-Marie Le Pen qui n'ont pas donné, Jean-Marie Le Pen qui n'a pas donné de consigne de vote? Quelles seront les attitudes par exemple de l'électorat de Robert Hue et d'Arlette Laguillet? Enfin, en dépit de la bagarre à droite du premier tour et de l'appel d'Édouard Balladur, les cicatrices se sont-elles déjà refermées dans ce camp? C'est une question qui est encore posée ce soir. Sur le papier donc, en théorie, Jacques Chirac possédait un réservoir de voix plus large que celui de Lionel Jospin. Mais il y a eu des surprises au premier tour. Il peut-être y en avoir au second. Une élection présidentielle, rappelons-le, est avant tout une élection d'un homme avant une addition, je dirais, strictement mathématique. Est-ce qu'on peut penser que les derniers jours de campagne ont été déterminants dans cette élection, Gilles? C'est vrai qu'il y a eu un moment très fort, c'est bien entendu le débat entre les deux tours, entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Donc on peut imaginer que par exemple pour les indécis, pour les hésitants de la dernière minute, sans aucun doute ce débat aura compté. C'est vrai que ce débat qui s'est
tenu d'une façon tout à fait digne, a marqué effectivement des points dans les deux camps, sans aucun doute. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les derniers moments de la campagne, où là on a assisté à des coups plus rudes entre les deux candidats, ont certainement là aussi été importants, je dirais, pour les tout derniers indécis des derniers jours et des dernières minutes. Il est 19h59 minutes et 44 secondes. Chirac ou Jospin? Jospin ou Chirac? Il est presque 20h. Quelques petites secondes de suspense. Voici le nom du successeur de François Mitterrand. Jacques Chirac, élu président de la République, 22e président de la République française. Il succède à François Mitterrand. Voici les scores. Le candidat maire de Paris recueille 52% des suffrages selon notre estimation CSA, contre 48% à Lionel Jospin. On va, avant d'évoquer les reports de voix, de susciter les premières réactions, on va tout de suite appeler le QG du vainqueur. Dominique Martineau est avec nous en direct. Avenue d'Iéna à Paris. Dominique. Philippe Séguin, je vous disais tout à l'heure, mais aussi Alain Juppé. Voilà, est-ce que nous avons les images? Qui d'ailleurs, dès 19h30 a donné Montrez-nous les images, non. Évitez de me montrer les images de la une. Est-ce que nous avons... Pardonnez-moi, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, il y a tellement de monde ce soir, avenue d'Iéna, qu'on a effectivement beaucoup d'ambiance. On ne peut pas revoir l'image, là? Alors, on va essayer de voir un peu quelle est l'ambiance et quelle est la déception au QG de Lionel Jospin. Est-ce qu'on peut avoir cette image également? Alors on va essayer d'avoir Daniel Sportiello. Normalement Daniel est avec nous en direct. Daniel, oui, voilà, je vous m'avez retrouvé. Bien sûr, il y a beaucoup de déceptions ici chez Lionel Jospin, car le succès du premier tour avait suscité un formidable espoir, mais c'est une déception très tempérée, malgré tout, avec le sentiment de s'en tirer pas mal du tout. Lionel Jospin, qui a fait toute sa campagne pour le deuxième tour en s'appuyant sur le dynamisme, sur la victoire du premier tour, a toujours voulu garder la tête froide, regardant l'arithmétique électorale avec beaucoup de lucidité. Il m'aura manqué un mois, confiait-il récemment, un mois pour réellement inverser la tendance. Il faut se souvenir en effet que la procédure de désignation du candidat, c'était au mois de février, a véritablement retardé l'entrée en campagne du candidat Jospin, même si elle lui a donné une véritable légitimité. Je suis dans un mélange de sérénité et de joie, a-t-il dit aujourd'hui lorsqu'il a voté dans son canton de Sainte-Gabelle, et ça révèle effectivement son état d'esprit. Lionel Jospin a rempli son contrat, même battu, il n'est pas un perdant. Il a permis à la gauche humiliée aux européennes de redresser la tête. Elle peut désormais jouer dans la période qui s'ouvre tout son rôle de force d'opposition. Dans cette force d'opposition, Lionel Jospin est lui un leader incontournable, comme il est un leader incontournable pour toute recomposition de la gauche. Merci Daniel. Est-ce que nous avons enfin l'image en direct de l'avenue d'Iéna et du QG du vainqueur, Jacques Chirac? Toujours pas? Toujours pas, semble-t-il. Alors on va appeler Ussel rapidement. Alors je suppose que c'est la joie dans l'un des fiefs de Jacques Chirac. À Ussel, Marc Hottemann. Ah oui, le fief de Jacques Chirac, et c'est la joie. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais justement vous montrer tout de suite quelques images enregistrées, il y a quelques secondes au moment du 20h. Vous allez voir, au moment de l'annonce. Voilà, simplement peut-être quelques mots. Première réaction, c'est vrai que vous avez vécu des semaines avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'angoisse. C'est un très grand événement pour la Corrèze, pour la France. En plus, je dirais à titre personnel que c'est aujourd'hui mon anniversaire et c'était la plus grande chose qui pouvait m'arriver. Madame? Oui, c'est un très grand jour. Ça fait très longtemps que nous attendons ça. Ça fait 28 ans que nous sommes aux côtés de Jacques Chirac. Alors c'est vrai qu'ici on connaît bien Jacques Chirac. Oui, absolument. Nous avons été une des premières familles à l'accueillir et c'est un très très grand jour et mon mari doit être très heureux. Voilà Henri, première réaction donc ici à Ussel, évidemment la joie. Le paradoxal, c'est que nous avons effectivement, et on le fait remarquer ici sur le plateau, Ussel en direct en Corrèze, et nous n'avons toujours pas l'avenue d'Iéna. Monsieur Toubon est arrivé, bonsoir. C'est la victoire d'un homme ce soir, c'est la victoire de la conviction, de l'expérience. Comment est-ce que vous l'interprétez? C'est la victoire d'un homme qui a donné un sentiment, je crois, d'intelligence, d'humanité, et puis aussi, bien entendu, le sentiment d'une stature susceptible d'être celle du chef de l'État pour le 3e millénaire. Je pense que c'est à la fois ses qualités humaines et aussi l'expérience et le projet. Je pense, vous savez très bien qu'une élection présidentielle, c'est un mélange complexe. Mais je crois que l'intelligence, l'humanité, la compréhension de la société française d'aujourd'hui
ont sûrement été, au total, la base du succès de Jacques Chirac. Vous étiez il y a encore quelques minutes, je crois savoir, dans le bureau de Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville. Comment a-t-il réagi? On va l'entendre d'ailleurs un peu plus tard, mais comment a-t-il réagi? Il a réagi comme toujours, c'est-à-dire qu'il a une faculté, et heureusement pour lui, à supporter les coups durs, comme à ressentir les bonheurs. Je crois qu'il était effectivement, comme nous tous, très heureux, mais il a manifesté sa joie de manière très tranquille. Et je pense que ça fait partie de son caractère. Autre réaction en direct, Monsieur Lang, qui est avec nous depuis quelque temps déjà. Vous étiez un petit peu en retrait, entre guillemets, dans cette campagne. Est-ce que vous partagez la déception de vos amis du Parti Socialiste ce soir? Je crois que le mot déception n'est pas du tout adapté. Naturellement, nous aurions préféré que Lionel Jospin soit élu président de la République et il aurait accompli une très grande tâche. Qu'est-ce qui lui a manqué ce soir pour gagner? Mais nous devons d'abord noter son très beau score. Très beau score qui est le fruit d'une campagne courageuse et intelligente qu'il a menée depuis des semaines, au cours de laquelle il a fait appel à la raison des citoyens. Et je crois qu'il a été très largement entendu. Je crois que son résultat aussi, c'est le signe que dans ce pays, et c'est heureux pour l'équilibre même du pays, la gauche a définitivement conquis droit de cité grâce à l'alternance, grâce, je dirais, à la maturité des Français. Et je crois qu'il faut d'abord adresser à notre candidat un salut fraternel et reconnaissant. Mais si vous le permettez, je souhaite aussi, en mon nom personnel, adresser un salut au nouveau président de la République et lui souhaiter bonne chance pour lui-même et pour le pays, en espérant en particulier que M. Chirac, tout au long des années, n'oubliera pas ce double appel des Français, appel à plus de démocratie. On l'a vu au premier tour, une extraordinaire diversité d'opinions. Et on ne peut pas, demain, oublier que le peuple français, comme le disait Fernand Braudel, est un peuple qui se nomme diversité. Et donc, si le futur président pouvait démocratiser les institutions, les ouvrir, les faire mieux respirer, je crois qu'il répondra à l'attente des Français. Et puis, deuxièmement, autre appel des Français, l'appel à des transformations sociales. On l'a vu au premier tour, et certainement d'une certaine manière au second tour. Il y a dans ce pays une majorité sociale, une volonté de changement social, et c'est à la capacité du nouveau président à prendre en considération ces valeurs de justice sociale que son action sera évaluée. Merci de votre témoignage. Nous avons priorité à l'image en direct. Nous avons retrouvé le QG de l'avenue Iéna qui s'était un peu perdu dans les étoiles tout à l'heure et dans les faisceaux satellites. Dominique Martineau, vous êtes avec nous en direct sur l'antenne. Oui, alors écoutez, ici c'est la joie délirante, comme vous pouvez peut-être l'entendre ou le constater. Lorsque les militants ont entendu les résultats, ils se sont mis à chanter la Marseillaise. Et puis toute l'équipe de campagne de Jacques Chirac est sur les balcons du QG derrière moi et ils agitent le drapeau français. Vous pouvez voir que les militants sont très excités autour de moi. Alors pour tous ici, c'est la preuve que Jacques Chirac a réussi à rebondir, bien sûr, après avoir vu son élan cassé par les socialistes le 23 avril. Il a bénéficié, bien sûr, reconnaît-on ici, de l'arithmétique politique, la droite et l'extrême droite étant majoritaires dans le pays. Mais il a surtout prouvé, dit-on, qu'il était capable de rassembler. Il faut dire que jusqu'au bout, Jacques Chirac a essayé de mobiliser l'électorat de droite en dramatisant l'élection de Lionel Jospin et en brandissant le danger d'un troisième septennat socialiste. D'autres réactions, merci. On sait quand Jacques Chirac arrivera au QG de l'avenue Iéna? Écoutez, il doit faire une intervention en direct de l'Hôtel de Ville. Tout de suite après, il doit se rendre au QG de l'avenue Iéna, où là, il doit aller saluer plusieurs invités. Tout le gouvernement, tous les ministres du gouvernement ont été invités. Monsieur Giscard d'Estaing, Monsieur Barre également, mais ils sont, eux, dans leur circonscription. Et on attend M. Balladur qui est invité, mais on ne sait pas s'il viendra. Ensuite, il ira remercier son équipe de campagne dans son QG. Et puis, il retournera à l'Hôtel de Ville où, semble-t-il, il doit avoir une réunion politique. Merci. D'autres réactions, elles vont s'enchaîner d'ailleurs tout au long de cette soirée sur le plateau. Hervé de Charette est arrivé avec nous. Cette victoire de Jacques Chirac, c'est une victoire de la majorité tout entière? Oui, bien sûr. C'est une victoire de la majorité. C'est sans doute d'ailleurs une victoire de beaucoup de Français qui viennent de tous les horizons. C'est une joie profonde. Et je crois que nous pouvons, je pense moi, à tous celles et tous ceux qui, pendant cette période, et notamment pendant les 15 derniers jours, se sont rassemblés, sont organisés, ont eu des inquiétudes. Ça fait pour beaucoup 14 ans qu'ils attendent l'heure de ce changement. Et je crois que par conséquent, c'est un événement extrêmement important. À partir de là, il faut rassembler. Il
faut toujours avoir dans l'idée que le président de la République doit être le président de tous les Français. Il est élu par une majorité qui a l'air d'être une bonne majorité, mais il doit être le président de tous les Français. On oublie Les éclats de voix éventuels. Non seulement on oublie le premier tour, ça va de soi, mais je répète, le président de la République doit être impérativement le président de tous les Français et prendre en considération, en compte, les préoccupations des uns et des autres. Madame Guigou, votre sentiment ce soir, sentiment de tristesse sans doute? Non, pas de tristesse, parce que je crois que Lionel Jospin a réussi à créer un formidable élan, une énorme dynamique qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir. Et je voudrais dire, moi je pense là à tous ceux justement qui, un, l'ont soutenu et deuxièmement ont voté pour lui, qui peut-être en effet pourraient être tristes ce soir. Et je leur dis, il ne faut pas être triste, il faut être fier de ce que nous avons fait. Et puis surtout, il faut se dire que maintenant on continue, parce qu'à partir de ce renouveau tout de même qui s'est constaté, à partir des propositions de Lionel Jospin, à partir de cette nouvelle façon tout de même de faire de la politique qu'il a montré, c'est-à-dire vraiment d'avoir des débats de fond avec les Français, eh bien je crois que nous avons fait beaucoup en effet pour que la démocratie vive davantage. Alors je dirais que maintenant nous allons continuer et puis bien sûr moi aussi je dis bonne chance au nouveau président de la République, mais évidemment il y a des promesses qui ont été faites, il y a un énorme besoin de changement dans ce pays et il faudra montrer que les promesses ne sont pas des illusions. Madame Guigou, est-ce que Lionel Jospin devient le nouveau chef de file de l'opposition aujourd'hui? Écoutez, il a apporté vraiment à la gauche, je dirais, un tel élan que nous avons bien entendu beaucoup à lui devoir et nous allons tous continuer à travailler ensemble, je dis bien tous ensemble, au renouveau de la gauche parce que je crois que le chemin nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin, mais manifestement il faut encore que nous arrivions à prouver aux Français que c'est nous qui pouvons mener le pays. Alors inutile de vous dire que nous allons passer les années qui viennent justement à essayer de montrer ça. Jacques Toubon, Madame Guigou parlait tout à l'heure des promesses qui avaient été faites. Est-ce que vous avez l'impression que Jacques Chirac aura un état de grâce? Il faut tout de même rappeler qu'au premier tour, Jacques Chirac a dépassé tout juste la barre des 20%. Est-ce qu'il peut y avoir un état de grâce, même si le chiffre de ce soir est évidemment incontesté et incontestable, c'est-à-dire 52%? D'abord, je voudrais rejoindre Elisabeth Guigou pour dire que Lionel Jospin a fait une très belle campagne et que je pense que à l'issue de ce scrutin, il a indiscutablement pris une autre dimension et je crois qu'il faut le reconnaître parce que c'est un phénomène important dans la vie politique, bien entendu pour la gauche, mais je crois pour l'ensemble du paysage politique français. Jacques, vous n'avez aucun regret ce soir tout de même, pour vous personnellement? Il y avait été question éventuellement à un moment où vous pourriez être candidat? Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir baissé les bras un peu tôt? Ce sont des sujets d'hier, nous parlons d'aujourd'hui et ce qu'a dit Elisabeth Guigou rejoint ce que je pense et en effet je crois que c'est bon pour un pays, nous sommes tous d'accord, qu'il y ait un équilibre et que les deux grands courants de pensée qui animent le pays soient à peu près équilibrés. Et ce qui a été accompli au cours des semaines passées, ce score réalisé aujourd'hui, est un signe encourageant pour l'avenir. Mais si vous le permettez, j'aimerais d'un mot tout de même adresser au président actuel un salut affectueux, car il aura jusqu'à son terme, avec dignité et courage, assumé ses hautes fonctions. Et la France tout entière peut en être fière. Et le jour viendra où on évaluera ce qu'aura été son action. Je crois qu'il aura contribué à changer profondément la société française. Et aujourd'hui, je crois qu'une de ses fiertés doit être que précisément le courant qu'il a contribué à fonder ait atteint le score que vous avez cité. Merci Monsieur Lang. Simplement d'un mot, répondre à la question de Gilles Leclerc. Jacques Chirac, maintenant qu'il est élu, si j'ose dire, c'est maintenant que, bien entendu, les vraies difficultés commencent, les difficultés de l'action. Mais moi, je peux vous dire, encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, je l'ai vu il y a quelques instants, il fera ce qu'il a dit, parce qu'il sait que ça correspond profondément aux attentes. Vous confirmez bien ce soir qu'il n'y aura pas de dissolution, déjà? Bien sûr que non. Mais ça, c'est une question politique en plus. Mais bien sûr, il n'y aura aucune dissolution. Mais je veux dire, sur le fond des choses, il fera ce qu'il a dit. Je voudrais simplement ajouter quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est difficile que les Français ne doivent pas avoir confiance. Un scrutin comme celui de ce soir, qui donne l'idée d'un partage de notre pays d'une manière relativement équilibrée, ne doit pas donner le sentiment que nous sommes en quelque sorte en position d'attente. Bien au contraire, une élection à 52-48, c'est un élan, parce qu'il y a un nouveau président, il va avoir une nouvelle équipe, et nous allons changer les choses. Donc je voudrais bien dire ici à beaucoup de Français
qu'ils aient voté pour Jacques Chirac ou qu'ils aient voté pour Lionel Jospin, que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abord de confiance en nous-mêmes. Et je dirais que Jacques Chirac, son travail, ça sera justement de faire en sorte que les Français aient confiance en eux. Donc vous oubliez l'image de la France désunie un peu éclatée et le vote protestataire du premier tour. Et ça, c'est le scrutin. Ça, c'est le scrutin. Maintenant, c'est l'action. On l'a vu au premier tour qu'il y avait cela. Mais ensuite, ce qui est remarquable dans l'élection présidentielle, c'est qu'au deuxième tour, il ne reste plus que 2 candidats. C'est la loi. Et les Français doivent choisir. Et ils ont fait ce choix clairement. On a par conséquent aujourd'hui un président de la République qui est élu par une majorité franche, nette, et qui sera par conséquent être l'homme du changement qu'il a proposé d'entrée de jeu, qui a été tout le thème de sa campagne et qui me semble aujourd'hui recueillir une nette majorité d'électeurs et d'électrices. C'est ça qui permet que l'année 95 soit l'année d'un nouveau départ. C'est ce que le pays requiert, demande, puisque vous aussi vous avez parlé du changement. Ce n'était pas le même, je me permets de vous le dire, ça n'était pas le même naturellement. Mais cela veut dire que le pays entier ressent qu'il faut entrer dans une étape nouvelle. C'est la clé de la victoire de Jacques Chirac, c'est que le premier, il avait compris que la société française voulait changer. Ça, de toute évidence, c'est lui qui a imposé le débat, car le mot de changement ne serait pas dans cette campagne électorale si Chirac n'avait pas d'entrée de jeu vu, compris, je crois bien analysé, ce que beaucoup de Françaises et de Français réclamaient, et le changement... Pour Jacques Lang, le changement, c'est, je ne sais pas trop dire par rapport à quoi. Nous savons, c'est par rapport à 14 années qui ont fait reculer la France. On tourne la page, on entre dans une époque nouvelle. J'ajoute d'ailleurs sur les chiffres, Gilles Leclerc, que si c'est 52, c'est mieux que 74 Giscard d'Estaing, et c'est mieux que Mitterrand en 81. Je crois que ça n'est pas négligeable de le dire. C'est moins bien que François Mitterrand en 81. Merci, nous retournons tout de suite au QG de Jacques Chirac, où nous retrouvons Dominique Martineau en direct. Et vous entendez l'ambiance, c'est Chirac président qui est crié sur tous les tons et qui est chanté. Alors ici, c'est la folie. 52%, bien que ce soit un score serré, tout le monde se gargarise parce que c'est mieux, dit-on, que Giscard d'Estaing en 74, c'est mieux que Mitterrand en 81. Et puis, surtout, on se félicite que Jacques Chirac ait mobilisé ses troupes jusqu'à la dernière minute, martelant que rien n'était joué et que rien n'était acquis. Mais on se réjouit aussi que l'électorat du Front National n'ait pas suivi en bloc la consigne de leur président, celui-ci ayant volontairement brouillé les cartes pendant 15 jours. Et puis, malgré les réconciliations parfois laborieuses avec les baladuriens, la grande réunion de Bagatelle, dit-on ici, a permis quand même de donner un nouvel élan et un élan décisif à Jacques Chirac, même si on aurait pu espérer un meilleur score, disent certains, après 14 ans de socialisme. Chirac, vive la Corrèze! Merci Dominique, et à tout à l'heure. Depuis le 23 avril dernier, vous le savez, on ne cesse de répéter que l'arbitre du deuxième tour sera Jean-Marie Le Pen, qui avait recueilli 15% des suffrages au premier tour. Comment réagit-on au QG du Front National ce soir, Marie-Pierre Courtelmont? Eh bien Henri, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'est pas à l'euphorie ici à Saint-Cloud. La victoire de Jacques Chirac a été accueillie dans un silence de mort. Certes, Jean-Marie Le Pen, comme le soulignait Dominique Martineau il y a quelques instants, Jean-Marie Le Pen n'avait pas donné de consigne de vote en faveur de l'un des 2 candidats. Mais la victoire de Lionel Jospin aurait permis l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives et donc la perspective pour le Front National d'un retour à l'Assemblée nationale. Alors qu'avec la victoire de Jacques Chirac, eh bien et l'expression ne vient pas de moi mais des militants eux-mêmes, c'est une nouvelle traversée du désert qui s'amorce. Les militants se réconfortent quand même en se disant que Chirac à l'Élysée, le RPR à l'Assemblée nationale et au Sénat, eh bien Jacques Chirac aura maintenant clairement les moyens d'imposer sa politique et le Front National a lui maintenant clairement la possibilité d'être dans l'opposition. Alors Jean-Marie Le Pen va s'exprimer dans quelques instants. Il devrait appeler à un grand rassemblement en vue des municipales. Nous le retrouverons peut-être dans quelques instants. On vous retrouve tout à l'heure. On va jeter un petit coup d'œil sur les reports de voix, justement, les reports de voix du Front National, Gilles. Oui, nous avons effectivement l'estimation. Marie-France Tirbois, vous êtes là pour le Front National. Nous venons d'entendre effectivement un son de cloche au QG de Jean-Marie Le Pen. D'après l'estimation que nous donne le CSA concernant les reports de voix de l'électorat de Jean-Marie Le Pen pour ce second tour, pour Lionel Jospin, 24%, pour Jacques Chirac, 57%, 19% pour l'abstention. Un commentaire sur ce chiffre? Moi, de toute façon, je me réjouis que le socialisme ait été battu ce soir et j'espère que Jacques Chirac aura bien compris le message, c'est-à-dire qu'il ne fera pas une politique de gauche avec les voix de la droite, ce qu'il n'a pas toujours voulu faire puisqu'il a souvent tendu des perches vers la gauche. Ce que je voulais vous dire, c'est vous rappeler qu'en fait, Jean-Marie Le Pen n'avait pas appelé à voter ni pour Lionel Jospin, il avait laissé la liberté de vote à ses électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, liberté de vote? Ça veut dire qu'on peut voter pour le candidat de son choix.
choix. Or, ils l'ont fait. Nous n'avons pas appliqué le Front républicain comme le RPR et l'UDF l'a fait lors des législatives dernières et lors des cantonales. Je dois dire que moi, j'ai été candidate au cantonal dernière à Dreux et j'ai eu tout l'appel de la droite, président du conseil régional, général, les députés RPR-UDF du coin, les conseillers généraux qui ont appelé à voter nommément pour le candidat socialiste local. Donc nous n'avons pas fait ce choix, nous avons donné la liberté de vote à nos électeurs. Je dois dire que c'est une grande différence. Soyons clairs, vous préférez ce soir l'élection de Jacques Chirac à celle de je préfère, j'espère que ce candidat de droite, qui j'espère aura une politique de droite, saura entendre les messages qui sont venus d'une grande partie de l'électorat et qu'il a refusé d'exprimer. Il n'y a pas de promesse de proportionnel, par exemple, pour vous, Jacques Chirac. Problème de proportionnel, monsieur, je crois que nous n'allons pas aux élections, nous, pour être élus, nous allons pour des idées. Contrairement à ce qu'on fait, eh bien, nous allons continuer notre combat en faveur des Français. Je crois que c'est important, en faveur de certains sujets que des personnages du RPR et de l'UDF n'osent pas aborder. C'est pas bon chic, bon genre de parler d'immigration, de parler des problèmes de la ville. C'est pas bon chic, bon genre de s'occuper des gens vivant dans des cités où il ne fait pas bon vivre tous les jours. Et je dois dire que je n'ai pas entendu une seule fois Jacques Chirac s'exprimer sur ce sujet pendant la campagne électorale du premier tour. Il n'a fait qu'un petit appel du pied très léger lors du deuxième tour et en parlant des clandestins. Malheureusement, les clandestins tous les jours deviennent des officiels puisqu'on les soigne dans les hôpitaux, ils vont dans les écoles, etc. etc. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui avoir le courage d'aborder les sujets lucidement, ce qui n'est pas fait en ce moment. Merci Madame Sirbois. Dans quelques instants, Monsieur Le Charette, nous vous donnerons la parole car dans quelques instants, nous aurons la réaction attendue également avec les reports de voix à gauche, en l'occurrence celle du Parti communiste, mais priorité à l'actualité dans les rues de Paris et devant l'hôtel de ville où nous attend Michel Lemaire. Michel. Oui, moi je vous entends. Bon, vous imaginez ici. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Les militants exultaient au moment de l'annonce. Ouais. On entendait bon, à la fois des vives Chirac, des ébauches de Marseillaises, et encore, ce n'est pas ici qu'il y a la plus forte concentration de militants, puisqu'il s'agissait simplement d'invités qui étaient dans la salle des fêtes en attendant la déclaration de tout à l'heure. On a même entendu chaque fois qu'apparaissaient des interlocuteurs de gauche sur les écrans de télévision, de fortes huées, car bien sûr c'est l'ambiance des soirs de victoire. Alors maintenant c'est cette déclaration qui est attendue. Si nous avions quelques images de la salle du haut, voilà où se passe l'essentiel des choses. On attend Jacques Chirac, tout est prêt. Il devrait maintenant arriver dans une dizaine de minutes à peu près, nous l'espérons. Merci Michel, on vous rappelle évidemment et vous n'hésitez pas à nous faire signe dès que le président Jacques Chirac va vouloir parler ce soir. L'ambiance sur les Champs-Élysées aux alentours de 20 h, certains ont appris le résultat tout bonnement grâce à notre équipe de télévision. Écoutez, voici les premières réactions recueillies très spontanément dans la rue. C'est Jean-Marc Pitt qui posait les questions. Pas encore grand monde sur les Champs-Élysées juste après l'annonce des résultats, mais il y a malgré tout quelques personnes qui se sont groupés autour du kiosque pour avoir l'information en primeur. Alors on va se tourner vers eux. Monsieur, vous venez d'apprendre le résultat, quelle est votre réaction? Satisfait puisque c'était mon choix. Je savais que c'était très serré puisqu'elle était quand même soutenue par Delors. Mais bon, c'était assez... tant qu'on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. C'est une bonne récompense parce que c'est une bête politique et que depuis 25 ans, il a une bonne expérience. Il a effectivement 7 ans devant lui pour réussir ce qu'il a promis. Bien. Monsieur, vous êtes satisfait de cette élection? Très satisfait. Très satisfait. Maintenant, on espère. Vous avez voté quand aujourd'hui? À 14 h. J'habite à Fontainebleau. Je suis venu à Paris voir Michel Sardou et maintenant, c'est qu'on a gagné. Tout va bien. Ah, c'est super. Là, cette fois-ci, ça va changer. Hein, on espère. Hein. On espère. La gamine, elle écoute par nous. Hein, mais c'est génial. Hein, c'est d'enfer. Super. Voilà, nous allons tout de suite découvrir avec Dominique Martineau le portrait du 22e président de la République française, portrait de Jacques Chirac, signé Dominique Martineau. C'était un grand gaillard qui était déjà un meneur. Il était déjà, tous les petits couraient derrière lui, petit, et c'était lui qui était le chef de file, comme il a toujours été. J'ai eu quelques difficultés avec la hiérarchie quand j'étais au lycée.
J'en ai même eu un certain nombre. Enfin, je me suis discipliné avec le temps. La raison finit toujours par l'emporter chez le jeune Chirac. À 17 ans, sans rien dire à personne, il s'embarque sur un cargo comme pilotin, mais revient faire Sciences Po à Paris. Plus tard, il se fiance aux États-Unis, mais devant le courroux corrézien de son père, il rentre en France et se marie avec Bernadette Chaudron de Courcelles. Dès sa sortie de l'ENA, il fonce en politique. Il veut aller toujours plus vite. Les bisous, les poignées de main, la cordialité, c'est Jacques Chirac. Il a gagné le premier prix au concours. Un Charolais? Non, un Aubrac. Les gens simples m'inspirent une sympathie naturelle qui m'a souvent valu le reproche de préférer les lieux populaires aux salons mondains, écrit-il dans La France pour tous. Jacques Chirac, dans un match, il est absolument intenable. Et pas seulement pour les matchs de l'équipe de France. Intenable aussi à table, ce côté bon vivant, généreux, séduit tous les Corréziens. Personne qui a demandé des services, il ne demande pas, il leur demande pas comment est-ce qu'ils votent. Une fois, je sais qu'en causant comme ça, il m'a dit, quel que soit son bulletin de vote, je m'en fous, il a besoin de vivre. Jacques Chirac déteste les pesanteurs, ce qui lui donne cette allure bulldozer, agitée selon certains. Je me reconnais mal dans les portraits qu'on a fait de moi, confie-t-il aujourd'hui. Une image brouillée dont il s'est débarrassé selon ses proches. J'ai l'impression que derrière, il y a beaucoup plus de longues réflexions que par le passé. Il était un peu impulsif et là, il est maintenant, me semble-t-il, beaucoup plus réfléchi. Il a jeté un regard peut-être plus serein ou avec plus d'altitude sur les hommes et sur les choses, parce qu'il a eu beaucoup d'adversité et beaucoup de malheur. Et je crois que ça l'a beaucoup aidé à ça. Et c'est sans doute ce formidable ressort, à savoir toujours rebondir dans l'adversité, à gagner les causes désespérées, qui fascine le plus ses amis. L'amour revient sur les reports de voix, en l'occurrence celle d'Édouard Balladur, Gilles. Oui, d'après l'estimation CSA, les reports de voix donc, des électeurs du premier tour d'Édouard Balladur, 12% se sont reportés sur Lionel Jospin, 72% sur Jacques Chirac et 16% se sont donc abstenus. Hervé Tcharet, un commentaire, il y a eu un bon report de voix, Hervé Tcharet? Oui, enfin, un assez bon report de voix, il faut en être pour l'essentiel satisfait. Assez seulement, vous dites? Oui, il faut en être pour l'essentiel satisfait, mais tout cela confirme que la majorité parlementaire qui aura demain, avec le futur Premier ministre, la charge de conduire les réformes dont nous avons parlé tout à l'heure. Cette majorité parlementaire, elle comprend à égalité le RPR et l'UDF. Et bien entendu, c'est très important pour les uns et pour les autres, parce qu'il y a dans notre pays, on l'a vu au premier tour des élections présidentielles, une diversité des sensibilités les unes et les autres qui se retrouvent sur beaucoup de points, mais qui ont des éléments de nuance. C'est-à-dire qu'on part comme avant, le RPR, l'UDF, tout ça. On part comme avant, oui, enfin on part comme avant, plus de choses, si vous voulez bien. Si vous me permettez, d'abord... Hervé, juste une chose. Jacques Chirac n'est pas un président RPR, et c'est clair, et il en fera la démonstration. Excuse-moi. Oui, je veux dire simplement, moi je ne parlais pas du président de la République. Le président, il est élu. Vous m'interrogez sur les reports de voix et vous m'interrogez par conséquent sur la composition de la majorité parlementaire. Et il est très clair, d'ailleurs, Jacques Chirac l'a dit depuis très longtemps, qu'il avait l'idée de s'appuyer sur la majorité à l'Assemblée et de fonctionner selon le principe de l'égalité et de la parité entre nous. C'est cela qui est essentiel. Vous, Hervé Tcharet, vous êtes UDF, vous pourriez très bien comprendre que Jacques Chirac nomme un Premier ministre RPR. Oui, bien entendu. Vous ne seriez pas choqué. Bien entendu, je l'ai déjà dit il y a fort longtemps. Le choix n'est pas est-ce qu'il est de telle sensibilité ou de telle autre, c'est quel est l'homme le mieux placé pour diriger l'équipe qui va demain réformer la France. Car le plus important, vous le sentez bien, c'est que face à l'immensité des problèmes dont le pays supporte le poids et qu'il ressent de plus en plus mal, eh bien devant cette immensité-là, il faut une équipe déterminée à changer les choses. Et donc ce qui compte, c'est la volonté de changement, non seulement du Premier ministre, mais de l'ensemble des membres du gouvernement, autour de la majorité, où les reports vous le montrent, il y a l'idée forte que la France de demain doit être différente de celle d'hier. Pierre Moscovici, vous faites partie de la nouvelle équipe des cadras, ce qu'on appelle les cadras autour de Lionel Jospin. Donc j'imagine que vous êtes un peu déçu ce soir, mais est-ce que Lionel Jospin devient l'homme fort au sein du Parti Socialiste? Est-ce que la donne va changer ce soir au sein du Parti Socialiste, et je dirais en élargissant au sein de la gauche tout entière? C'est un peu prématuré de prévoir des choses sur l'avenir du Parti Socialiste. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une dynamique formidable dans cette campagne, des foules étonnantes, des foules jeunes,
Lionel Jospin a su rassembler non seulement la quantité, parce qu'il y a beaucoup de voix, 15 millions de Français qui ont voté pour lui, mais aussi la qualité, je crois, des supports, l'enthousiasme qui revient. Et il incarne l'avenir, c'est vrai. Et je crois qu'il faut faire une observation à propos des reports, puisqu'on les évoquait il y a une seconde, c'est que quand même c'est la première fois qu'un président de la République élu n'élargit pas son camp. N'élargit pas le total des voix de droite du premier tour, et donc ça pose des problèmes pour la suite, y compris d'ailleurs pour... je constate quand même un contraste formidable entre cette majorité. 50, il y aura demain 500 députés de la majorité, alors que 48% des Français pour faire de la polémique, mais je ne vous laisserai pas dire cela. La majorité parlementaire, c'est le rassemblement du RPR, de l'UDF. Nous y avons évidemment et spontanément inclus les voix de Philippe de Villiers, puisque Philippe de Villiers est un député UDF à l'Assemblée. Point. Or, excusez-moi, le total des voix de ces trois candidats, Édouard Balladur, Philippe de Villiers et Jacques Chirac, c'est 44%. Et par conséquent, je vois bien ce que vous voulez dire. Vous êtes en train de faire un amalgame qui vous arrange, mais ça ne vous a pas empêché entre les deux tours de faire la pêche aux voix du Front National. Le total des voix de gauche faisait 40% au premier tour. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça. Mais il y a un problème de représentativité de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Madame Sirbois, vous n'êtes pas d'accord quand on additionne les voix de Jean-Marie Le Pen à la voix de la droite parlementaire? Moi, je considère qu'il y a aussi des gens de chez Balladur et même de Philippe de Villiers qui ont voté pour Lionel Jospin. Non, ce que je voudrais dire tout de même aujourd'hui, c'est que nous allons assister au fond à un État RPR-UDF, puisqu'il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale RPR-UDF. Le Sénat, c'est pareil. 70% des grandes villes sont contrôlées par le RPR et l'UDF. 4/5 des conseils généraux, 20 régions sur 22. Donc, je voudrais vraiment... Et aujourd'hui, on a un président RPR. On a un président RPR. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a un président RPR. Alors, il n'y a plus de cohabitation. Il n'y a plus de cohabitation. Dieu merci. Et... Dieu merci. Dieu merci. Donc, j'attends demain ce que va faire cette majorité. Va-t-elle enfin prendre les véritables décisions qu'elle aurait dû prendre depuis 1993? Va-t-elle enfin engager les véritables réformes qu'elle aurait dû engager, et ce qui n'a pas été fait? Dans quelques instants, on dirait que les réactions des personnalités de la société civile qui sont très patientes et qui sont avec nous depuis 19h30 sur ce plateau de la 3 pour suivre avec nous cet événement qui est le deuxième tour de l'élection présidentielle. Avant cela, priorité aux images encore. Lionel Jospin vient d'arriver au QG, j'allais dire de la rue du Cherche-Midi. Non, je crois qu'il est à la maison de la chimie. Il va parler d'ailleurs dans quelques instants. Non, on a... Ah, voilà. Et nous voyons d'ailleurs Lionel Jospin qui va s'exprimer d'un instant à l'autre. Daniel Sportiello, vous êtes là-bas, vous êtes à ses côtés. Ce qu'on peut dire, Henri, c'est que Lionel Jospin, même vaincu, sort grandi, en tout cas de cette campagne. Il est tout à fait évident qu'il a gagné sans aucun doute une légitimité. Il occupe désormais une place entière sur l'échiquier politique. Et il faudra sans aucun doute compter avec lui. Il pèsera dans les mois qui viennent sur l'avenir du Parti socialiste et de la gauche tout entière. Et son bilan est tout de même positif, y compris dans la défaite. Je crois qu'il va parler dans Il parle à l'instant même, on l'écoute tout de suite. Les citoyens se sont exprimés ce dimanche 7 mai pour élire le président de la République. La décision était grave et sans doute difficile à prendre pour beaucoup de Françaises et de Français, en un temps où nombre d'entre vous doivent affronter de sérieux problèmes et s'interrogent sur l'avenir de notre pays. Une majorité a voté pour Jacques Chirac. Je le félicite pour son élection à la présidence de la République et je lui souhaite bonne chance. Je salue François Mitterrand au moment où s'achève son second septennat. Je remercie chaleureusement les 15 millions de Françaises et de Français qui m'ont apporté leur suffrage. Dans ce grand moment de confrontation démocratique qu'est une campagne présidentielle, j'ai senti se créer autour de ma candidature et de mes propositions un profond mouvement de renouveau. Il n'a pas permis
aujourd'hui la victoire, mais il ne s'arrêtera pas car il est porteur d'espérance. J'invite toutes celles et tous ceux qui croient aux valeurs de justice et de progrès à se rassembler pour prolonger cette espérance et préparer les succès de demain. Voilà, c'était donc la déclaration en direct, déclaration de Lionel Jospin. Est-ce que son passé d'héritier critique n'a pas desservi Lionel Jospin auprès des fidèles de François Mitterrand, Pierre Moscovici? Non, je crois que Lionel Jospin a su prendre une attitude qui était celle d'une loyauté par rapport au passé, en même temps d'un renouveau. Je crois qu'il faut saluer cette déclaration. C'est une déclaration très sportive. Il souhaite bonne chance au président, et c'est important parce que... Il donne rendez-vous aussi pour la suite. Absolument, quand même, hein. Il y a trois éléments. D'abord, il souhaite bonne chance, et je crois qu'il faut le dire. C'est important, la France a un nouveau président, il faut qu'il puisse travailler. Deuxièmement, il dit qu'il faut un renouveau. Et puis troisièmement, il invite autour de lui à travailler à ça. Et je crois qu'il y a des échéances qui nous attendent très vite. André Lajoigny, merci de nous avoir rejoint. Un commentaire au nom du Parti communiste sur ce résultat. Quel message adressez-vous au nouveau président de la République ce soir, Jacques Chirac? Je considère que Jacques Chirac a une élection qui est évidemment relativement confortable, mais elle ne rassemble pas toutes les voix de droite. Il n'y a pas eu un courant véritablement populaire en sa faveur. Et évidemment, nous comprenons la déception qui peut s'exprimer aujourd'hui dans les rangs des hommes et des femmes de gauche. On peut se poser la question pourquoi Lionel Jospin, il n'y a pas eu la dynamique suffisante. Je crois qu'il y avait au premier tour des idées de changement très fortes, une protestation qui s'était exprimée. Je crois qu'elle aurait pu servir de point d'appui, elle n'a pas été, à mon avis, totalement utilisée du fait que Lionel Jospin n'a pas tiré, c'est ce que nous avons dit d'ailleurs, les leçons des deux septennats. Maintenant, nous avons... Simplement, pardon de vous interrompre. Oui. Pour votre information, Oui. selon l'Institut, c'est ça l'estimation des reports de voix des électeurs de Robert Rue. On va découvrir aujourd'hui tout de suite. le résultat. 76% apparemment ont voté pour Lionel Jospin, 5% pour Jacques Chirac et 19% pour l'abstention. Vous savez, les sondages sont toujours les sondages. Moi, d'après les informations que j'ai des municipalités à direction communiste, le report était massif. Et je ne crois pas qu'il faille chercher dans les électorats communistes les raisons de la non-victoire de Lionel Jospin. Mais je réponds directement à votre question. Jacques Chirac a donc gagné. Son programme, nous le connaissons, c'est un programme de droite. Et il va frapper les Françaises et Français, notamment les salariés les plus modestes. Et ils auront besoin de se défendre. Déjà, des luttes sont organisées. Les communistes seront à leur côté, en s'appuyant sur les résultats du premier tour, sur les idées lancées par Robert Rue, des idées qui vont vivre. On a parlé d'un troisième tour social, vous, c'est ce que vous Le imaginez? troisième tour, moi, je n'ai jamais employé le troisième tour social, parce que les tours politiques sont des tours politiques, et le social est une autre affaire. Mais manifestement, il y aura des luttes, et nous serons avec ces luttes, et nous allons travailler, tirer des enseignements, et travailler à une autre perspective, à un autre projet politique, pas seulement les luttes sociales. Nous ne renonçons pas à une victoire de la gauche, à un changement vraiment à gauche. Et je pense que la prochaine échéance, ça va être les municipales qui vont donner lieu, là aussi, à un autre affrontement. Merci, monsieur Lajoigny. On l'apprend à l'instant, mais Jacques Chirac devrait parler dans une dizaine de minutes en direct de l'Hôtel de Ville. Avant cela, on repart dans son fief corrézien, à Ussel, où nous retrouve Marc Ottement et ses invités. Oui, Henri, je dois dire que l'émotion a un petit peu changé parce que c'est vrai que tout à l'heure c'était l'explosion de joie. Maintenant, je dirais qu'après quelques coupes de champagne, on est peut-être passé à un peu plus d'émotion. À côté de moi, Michel Fraisse. Alors, votre père a déjeuné aujourd'hui à midi avec Jacques Chirac. C'est vrai que je vous ai vu aussi essuyer peut-être quelques larmes au moment de l'annonce du 20h. Quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? La première image, l'arrivée de quelqu'un de très gentil, de très chaleureux, de très humain à la première. Vous vous souvenez bien, ça se passait donc il y a pratiquement 30 ans? Oui, moi il m'a connu dès ma naissance et j'avoue que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors justement, tout au long de ces années, vous êtes resté bien sûr en contact avec lui, vous l'avez vu évoluer. On peut peut-être évoquer en deux mots sa personnalité. Est-ce que vous êtes déjà habitué à l'appeler le président Jacques Chirac? Je sais pas, mais je crois qu'on l'appellera toujours monsieur. Et le président, bon, c'est vrai qu'il a une grande fonction, mais dire
Monsieur le Président, je ne sais pas. Oui, Henri, vraiment de l'émotion là pour maintenant ici à Ussel. Peut-être juste un mot avec un autre témoignage. Monsieur, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez fait quelques kilomètres pour venir spécialement ici ce soir. Oui, pour fêter la victoire tous ensemble et espérer... 300 kilomètres pour venir 300 kilomètres, oui. Voilà, dans cet endroit qui est un peu symbolique, puisqu'ici en 93, donc Jacques Chirac avait salué une première victoire qui était les législatives. Oui, bien sûr, mais nous étions présents et bon, j'ai tenu à revenir. Voilà Henri pour ces premières réactions ici à Ussel. Merci, à tout à l'heure. Des personnalités de la société civile, du monde économique et social sont avec nous sur le plateau, je vous le dis depuis tout à l'heure. Lucien Rebuffel, président des CGPME, ami, je crois qu'on peut le dire, de Jacques Chirac, visiblement satisfait ce soir. Oui, certes, la France, le peuple souverain, comme l'a dit tout à l'heure M. Lang, s'est prononcé. Elle s'est choisie un président qui a véritablement la stature qui convenait à notre pays dans les circonstances actuelles. Je ne peux que m'en déclarer satisfait en mon nom personnel comme au nom de ma confédération. Il y a cependant 6 grands problèmes devant nous. L'éducation nationale, le chômage, la protection sociale... On n'entre pas directement dans le débat, ça sera pour tout à l'heure. L'immigration, la sécurité et enfin l'exclusion. Quel est le premier signe, la première mesure que vous attendez de Jacques Chirac? Non, je ne vous répondrai pas sur la première mesure. Ces 6 problèmes-là ne sont pas ni de droite ni de gauche. Ils n'intéressent pas 52% des Français et laissent ignorants 48% des autres. Chirac doit rassembler pour tenter de les résoudre dans l'unanimité nationale. Merci. Gérard Bourgoin, double casquette, vous êtes maire et chef d'entreprise. Vous étiez également derrière Jacques Chirac. En tant que maire, quel est le message que vous avez envie de lui adresser ce soir? En tant que maire, d'abord, nous avons gagné un petit peu plus largement encore que la moyenne nationale, mais enfin, ça c'est tout à l'honneur des Iconais. Mais surtout, je voudrais lui dire bravo. Il y a eu un travail très important de fait, et je suis fier d'avoir travaillé et d'avoir participé, si vous voulez, à ce succès. Mais surtout, ma pensée ce soir va aux 2 400 000 entrepreneurs, c'est-à-dire tous ces agriculteurs, tous ces petits commerçants, ces artisans, ces PME, ces PMI, qui attendent la vraie réforme, qu'on soigne le cancer de la France, qu'on soigne l'emploi. Et les mesures du projet Chirac ont été aujourd'hui entérinées par un maximum de Français. Et puis, ces gens-là aussi attendent la grande réforme de l'administration, la déformation, cette technostructure dont nous souffrons tant et qui a fait un des points essentiels, un des thèmes principaux du projet de Jacques Chirac. Alors bien sûr, ces 2 400 000 d'entrepreneurs-là vont surveiller, vont regarder, mais je suis sûr que ce soir, il y a un grand bonheur pour eux et surtout une grande lueur d'espérance. Merci. Vous tendez votre micro à M. Lotfi Bellassine, qui est PDG d'Air Liberté. Qu'est-ce que vous attendiez de cette élection, M. Bellassine? C'est la première élection depuis longtemps en France dans laquelle l'enjeu unique n'est pas l'immigration. On a l'impression que toutes les élections qui ont précédé, c'était savoir qui était le plus proche ou le plus éloigné de Le Pen et qu'il fallait voter en fonction de ça. Là, je suis très content que les 2 candidats ne soient pas allés à la pêche aux voix extrémistes. Ça, c'est une très bonne chose et c'est une grande nouvelle. Pendant qu'il y avait le débat sur l'Europe, pendant que l'Europe était à préparer, en France, on n'a parlé que d'immigration, comme si c'était le problème central et principal. Et là, ça a empêché la société française vraiment de préparer l'entrée dans l'Europe, qui a été extrêmement mal préparée, et maintenant, il va falloir rattraper cela. Deuxièmement, je crois que je suis content pour une chose, c'est que nous allons commencer à nous préoccuper d'un peu moins d'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que trop d'État, ça crée aussi une injustice. Une injustice pour les salariés français qui n'ont pas la chance de travailler pour l'État. Nous sommes arrivés à une contradiction extraordinaire dans ce pays. C'est que, d'un côté, il y a des gens travaillant pour l'État qui bénéficient du fait d'avoir un employeur extraordinaire, qui ont aujourd'hui une plus grande sécurité que les autres et qui ont un meilleur revenu moyen que les autres. Et ce poids important, et je suis tout à fait pour que les services publics prospèrent, pour qu'ils soient importants et ils sont structurants dans notre pays, mais il faut faire attention à ce que la fracture de la France ne se fasse pas entre les Français qui travaillent pour l'État et ceux qui n'ont pas la chance de le faire. Merci. L'actualité en direct, place de la Concorde, avec une grande fête qui est montée par les supporters de Jacques Chirac. C'est Charles Sanviti qui est avec nous en direct. Charles, est-ce que vous m'entendez, Charles? Je vous vois. Place de la Concorde. C'est à vous, Charles. Oui, ben... Ah, ça y est. Oui. Oui. Je vous entends. Eh bien, moi aussi. Allez-y. Henri, simplement pour vous dire, juste un mot, que l'ambiance est très colorée, comme vous l'imaginez ici sur la place de la Concorde. Il y a beaucoup de klaxons, de gens qui passent, qui agitent des drapeaux en voiture. On voit des
des familles, des petits groupes qui confluent d'un peu partout pour se rejoindre ce soir pour célébrer une grande fête qui doit démarrer vers 22h30 jusqu'à 4h du matin, m'a-t-on dit. Jacques Chirac a promis de passer. C'est un peu la Marseillaise du succès ce soir sur la place de la Concorde. Merci, on vous rappelle dans le courant de cette émission, d'autres personnalités viennent de nous rejoindre sur le plateau, c'est le cas de M. Alfandéry. Et Michel Barnier, vous êtes ministre d'Édouard Balladur, que vous avez soutenu au premier tour. On a parlé il y a un instant du changement. Jacques Chirac promettait un changement plus radical que le changement en douceur que défendait Édouard Balladur. Qu'est-ce que vous attendez de ce changement, Edmond Alfandéry d'abord? Je pense que Jacques Chirac a bien fait de plaider pour le changement, mais il a beaucoup insisté aussi sur la nécessité de continuer à réduire les déficits publics, à la stabilité du franc, à la construction européenne. Donc je crois qu'il va y avoir aussi certaines lignes de continuité dans la politique qui sera suivie par le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il va falloir accentuer les efforts, notamment de lutte contre le chômage. Et je pense que le gouvernement aura de nouveaux moyens, dès l'instant où la cohabitation aura disparu, pour lutter contre le chômage et pour prendre un certain nombre de mesures en faveur de l'emploi, en faveur du progrès social. Michel Barnier. D'un mot, car nous prenons l'île en direct après. Allez-y, Michel Barnier. Une réflexion sur la campagne qui vient de se dérouler, parce que l'élection claire et nette de Jacques Chirac démontre que l'union de la majorité a bien fonctionné. Et moi, j'en suis heureux, après tant d'échecs depuis 15 ans. Après une compétition très rude aussi pour le premier tour, faut le oui, rappeler. mais un débat qui n'a jamais été l'objet de polémiques et de trop de petites phrases. D'ailleurs, si ça avait été le cas, les reports de voix ne se seront pas faits. Il y a eu le désistement impeccable d'Édouard Balladur, de Philippe de Villiers, il y a eu la réunion, nous l'avons vu sur le terrain, spontanément de tous les comités de soutien, et donc c'est la victoire de l'union de la majorité. Mais je voudrais dire aussi que cette victoire de Jacques Chirac ne fait pas de lui un président RPR aujourd'hui. On n'est jamais élu par tout le monde, président de la République. Mais on est élu pour tout le monde. Et je suis sûr qu'il saura trouver les mots, comme il a trouvé les mots de la réconciliation entre les deux tours, qu'il saura trouver les mots pour tendre la main à tous ceux, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Merci. Nous prenons tout de suite Lille en direct. Laurence Creusot, un invité à ses côtés, c'est Monsieur Pierre Mauroy, le maire de Lille. Effectivement, Henri Sagnier, il y a beaucoup d'ambiance ici. Les partisans de Jacques Chirac sont juste à côté de nous. Je voulais d'abord demander à Pierre Mauroy quelle était sa première réaction à l'annonce des résultats nationaux. Notre candidat a été devancé et Jacques Chirac devient le président de la République française. Mais je dois dire que nous sommes déçus. Je suis très déçu parce que Lionel Jospin avait fait une très belle campagne. Non seulement une très belle campagne, il avait avancé des idées nouvelles et il était le candidat du vrai changement. Mais d'un autre côté, je trouve le résultat formidable. Formidable par rapport à ce que nous pouvions espérer il y a de cela encore quelques mois. Si bien que nous avons ce soir, pour être tristes, mais demain matin, les socialistes, l'ensemble de la gauche, nous devons repartir dans le dialogue nouveau que nous avons avec les Français et les Françaises. Dans 4 semaines, ce seront les élections municipales. Ici, Lionel Jospin est majoritaire dans le Nord, majoritaire dans le Pas-de-Calais, majoritaire certainement à Lille, mais je n'ai pas encore la confirmation des résultats. C'est bien que, au fond, déçu, mais prêt au combat avec tous ceux qui voudront le continuer. Merci Monsieur Mauroy. Autre réaction importante, attendue ce soir, celle de François Léotard, Gilles Leclerc. Elle vient de tomber. Qui a parlé il y a quelques instants à son ministère, à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense. Nous l'écoutons. Le succès de Jacques Chirac est un succès pour la France. Il va permettre à notre pays d'engager sans attendre les profondes réformes qui lui sont à l'évidence nécessaires. Le Parti républicain exprime au nouveau président de la République ses vœux de réussite pour ce nouveau septennat qui met fin à une trop longue période socialiste. Ce succès n'aurait pas été possible sans l'action qui a été menée depuis 2 ans par le gouvernement d'Édouard Balladur. C'est donc aujourd'hui à lui que je songe en l'assurant du respect et de la gratitude des Français. Il reste maintenant au nouveau gouvernement qui va être nommé une tâche rude et exaltante. Cette tâche ne pourra être menée à bien qu'avec l'appui d'une majorité solide, audacieuse et unie. Le Parti républicain soutiendra loyalement l'action du président de la République. Il le fera avec la détermination dont il a toujours fait preuve. Il le fera d'autant mieux qu'il restera lui-même un parti indépendant, porteur de solutions libérales,
attaché aux institutions de la Ve République, résolument engagé dans une construction européenne forte et ambitieuse. Deuxième formation de la majorité, le Parti républicain entend proposer au nouveau gouvernement, à travers ses parlementaires et ses élus locaux, les solutions de courage et d'imagination dont la France a besoin. Bref, retour maintenant sur le parcours politique du vainqueur. À 30 ans, Jacques Chirac est entré au cabinet de Georges Pompidou. À 35 ans, il est secrétaire d'État aux affaires sociales. La suite est un peu plus connue des téléspectateurs. Charles Sanviti, commentaire. C'est l'histoire d'une ascension, type 5e République, la promotion au mérite, sans hérédité familiale ou sociale. Simplement l'ENA et le service de l'État, il a 34 ans et déjà jeune loup dans les allées du pouvoir. Son patron s'appelle Georges Pompidou, Premier ministre, et il le sert et il guerroie. Les accords de Grenelle en 68, et pour service rendu, il reçoit titre et mandat. Député de Corrèze, secrétaire d'État puis ministre de l'Agriculture, de l'Intérieur, une chevauchée qui lui vaut Matignon en 74, nommé Premier ministre. À l'époque, Jacques Chirac préfère Giscard au candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Il a 42 ans, les honneurs et beaucoup d'appétit. D'ailleurs, le couple Chirac-Giscard n'y survivra pas. En août 76, le Premier ministre rend son tablier, du jamais vu sous la Ve République. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Liberté retrouvée, alors Jacques Chirac travaille à son destin. À commencer par sa famille, les gaullistes, décembre 76, il fonde le RPR. Une vraie machine de guerre, à sa main. La preuve, 3 mois plus tard, il s'impose au municipal à Paris, contre Giscard et son favori désigné, Michel Dornano. Une trajectoire à succès jusqu'en 80, les présidentielles, la droite se dispute, à elle seule 4 candidats, 4 battus et un vainqueur. C'est François Mitterrand, l'alternance et une promesse d'avenir non confirmée. La preuve, aux législatives en 86, raz-de-marée à droite, alors Jacques Chirac s'impose à son camp comme le chef de famille. Nous ne nous déroberons pas devant les responsabilités et ensemble, nous saurons les assumer. Et le voilà, Premier ministre à nouveau, 13 ans après, une étoffe de présidentiable confortée du coup. En 88, il récidive. J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Candidat et 46% des voix au second tour, la droite est défaite. Alors Jacques Chirac prend du recul, y compris en 93 aux dernières législatives. La vague à droite n'y changera rien. Jacques Chirac s'octroie le temps de la solitude pour mieux se préparer, pour mieux, aujourd'hui, entrer dans l'histoire. Et Jacques Chirac qui obtiendrait, selon notre dernière estimation, un peu plus de 52% des suffrages, Gilles. Oui, 52,4%, un chiffre en légère augmentation par rapport à notre dernière estimation de 20 heures. Lionel Jospin, 47,6%, ce sont les derniers chiffres donnés par l'Institut CSA. Et que nous voyons apparaître 52,4 contre 47,6. Nous affinons l'estimation de 20 heures. On va poursuivre le tour de France des résultats et des réactions. Direction Strasbourg maintenant où nous attend Daniel Léonard. Est-ce qu'on a déjà quelques résultats pour la région d'Alsace? Oui, Henri, il me manque encore les résultats de Strasbourg. Les bureaux de vote fermés ici à 20 h, mais on sait déjà que l'Alsace a voté très majoritairement pour Jacques Chirac. Ce n'est pas vraiment une surprise. Dans le Bas-Rhin, hors Strasbourg donc, il obtient 60,08% contre 39,92% à Lionel Jospin. Dans le Haut-Rhin, le score de Jacques Chirac est légèrement moindre, 56,45% contre 43,55% au candidat du PS. À noter que l'ex-président du RPR est en tête à Mulhouse avec 53% des voix. Le report des voix des ballatoriens s'est donc effectué tout à fait normalement, parfaitement même en Alsace. Le report des voix du Front National s'est peut-être légèrement moins bien effectué, en tout cas moins bien semble-t-il qu'en 1988. Alors j'ai à côté de moi le maire de Strasbourg, Catherine Trottmann, qui était présidente du comité de soutien à Lionel Jospin. Alors Catherine Trottmann, on n'a pas le résultat de Strasbourg, mais déjà un commentaire
commentaire sur l'échec de Lionel Jospin? Jacques Chirac a gagné, certainement, mais Lionel Jospin a permis à la gauche une formidable poussée. Depuis 1993, il a fait gagner 6 points à la gauche, depuis les dernières législatives. Il a en même temps, entre les 2 tours, gagné 11 points, ce qui a levé un très grand espoir dans les forces de gauche, ce qui met aussi le pays dans une situation nouvelle, avec une assemblée qui ne représente pas cet équilibre entre la droite et la gauche à l'issue de ce scrutin. C'est un score serré entre les 2 candidats et c'est pour nous tous, pour tous les Français, la volonté aussi de vérifier si le nouveau président apportera le changement qu'il a promis, puisque dans les villes en particulier, nous avons constaté quelques difficultés pendant les 2 ans de gouvernement d'Édouard Balladur. Oui. Politique de la ville, logement, cohésion sociale, ce sont les points sur lesquels nous attendons de pouvoir vérifier les engagements de Jacques Chirac. Bon, c'est-à-dire en Alsace, la droite UDF-RPR est largement majoritaire, on peut le dire. Ça ne vous inquiète pas dans la perspective des municipales? Elle a été toujours quasiment majoritaire en Alsace. Cela ne m'inquiète guère pour les municipales, car pour les municipales, d'abord les Français ne mettent pas forcément les œufs dans le même panier. Et puis aussi, les Français choisissent un maire qui sait gérer sa ville, qu'il soit de droite ou de gauche. Le scrutin est différent, les gens votent pour les gens qu'ils connaissent au quotidien. Voilà Henri, donc ce qu'on peut dire ici à Strasbourg, en attendant que les résultats toujours de la ville de Strasbourg, la ville dont vous êtes maire, Madame Trottmann. Je vous renvoie donc à plus tard dans la soirée pour ces résultats. Merci Strasbourg. Je donne aux téléspectateurs la primeur de la une du supplément du journal du dimanche qui vient de sortir. Chirac élu, 51,8 contre 48,2. Oui, il faudrait peut-être que je déplie effectivement, avec pleine page bien sûr, sur 2 colonnes, la photo du nouveau président de la République. Pierre Moscovici, Catherine Trottmann, il y a un instant parlait du futur, c'est-à-dire du prochain scrutin, des élections municipales. Est-ce que le score de Lionel Jospin est de bon augure pour ce scrutin-là? Oui, je le crois, parce que c'est vrai qu'il y a une formidable poussée de la gauche par rapport aux législatives, plus 6 points par rapport aux européennes. Je crois que ça doit être également plus 6-7 points. Et puis je crois qu'effectivement, quoi qu'on en ait dit, en face, là, à droite, on a un État RPR. Et la joie des baladuriens, je mets joie entre guillemets, fait quand même un peu peine à voir. Et donc je pense qu'il y aura un souci des Français au municipal de rééquilibrer encore davantage, parce qu'il y a une crise politique dans le pays et qu'on ne peut pas laisser tous les pouvoirs au RPR avec une domination aussi forte de la droite. Avec des listes communes, avec le Parti communiste, André Lajoigny? Oui, nous sommes pour des listes communes, des listes d'union comme la dernière élection municipale. Il est possible en effet de faire des programmes municipaux communs aux socialistes, aux communistes, à de divers progressistes, à des personnalités locales. Et je crois en effet que ce sera l'occasion de faire des contrepoids, des forces de résistance absolument nécessaires contre cette espèce d'hégémonie. Le mot hégémonie n'est pas excessif. C'est 500 députés à l'Assemblée nationale qui représentent 52% des Français. L'accaparement des collectivités publiques dans les villes. Monsieur Barnier, la notion d'État RPR, on va en reparler énormément dans les jours qui viennent. Oui. Vous la récusez bien évidemment. Je crois que c'est Jacques Chirac qui saura trouver les mots pour dire qu'il sera le président de tous les Français. Mais tout de même, moi je suis un peu étonné de voir tant de mauvais joueurs ou de mauvais perdants. Qu'est-ce que ça veut dire laisser tous les pouvoirs au RPR? Qui est-ce qui nous a donné ces pouvoirs? Qui est-ce qui vient d'élire Jacques Chirac? C'est le peuple français. Reconnaissez-le. Prenez-en acte. Moi, je comprends que vous soyez triste. Je suis heureux aujourd'hui et tout en étant heureux, je pense que notre joie ne doit pas vous humilier. Alain Juppé l'a dit tout à l'heure sur notre antenne, nous voulons tendre, je crois que Jacques Chirac le fera, la main à tous les Français et qu'il sera le président de tous les Français. Mais qu'est-ce qui nous a donné tous ces pouvoirs? Qu'est-ce qui fait que nous travaillons? 80% des députés c'est le coupure entre le pays légal et le pays réel. Ça ne nous a pas empêché de gagner en 81. Ce système d'arrondissement, donc ne racontez pas d'histoire. C'est le peuple français qui décide, reconnaissez-le. Je dis simplement qu'il y aura au municipal un rééquilibrage logique. Parce qu'on ne parlez pas au nom des Français, c'est eux qui votent. C'est eux qui vont nous mettre l'image. Voilà, ça bouge du côté de l'hôtel de ville. Je voudrais que l'on regarde cette image. Jacques Chirac va vraisemblablement arriver. Nous allons vivre cette arrivée et la première déclaration de Jacques Chirac, président de la République, en direct de l'hôtel de ville de Paris, dans quelques secondes. Oui, il faut rappeler que c'est le 3e essai, en tout cas pour Jacques Chirac, et avec une victoire à la clé, comme François Mitterrand, qui avait perdu 2 fois, en 65 et 74. Eh bien, le maire de Paris gagne cette fois. C'est d'abord une victoire personnelle qui récompense, je dirais d'abord l'opiniâtreté d'un homme qu'on disait fini, souvenez-vous, en 88, et qui ne partait pas favori, souvenez-vous encore de l'automne dernier. C'est aussi sans aucun doute le fruit d'un travail collectif. On l'a vu, Raymond Barre en 88 et sans doute Édouard Balladur en 95 ont sans doute payé le fait de ne pas avoir une puissante machine organisationnelle derrière eux. Aujourd'hui, c'est aussi, quoi qu'on puisse en dire, c'est aussi une victoire pour le RPR.
Enfin, la société française montre qu'il y a des pesanteurs, des contraintes. Quelle que soit la bonne campagne de Lionel Jospin et quelle que soit sa dynamique, Jacques Chirac, malgré son score modeste, un peu plus seulement de 20% au premier tour, rappelons-le, Jacques Chirac gagne avec les chiffres, la droite est majoritaire dans le pays. Enfin, dernière réflexion, c'est sans doute l'intuition, on en parlait il y a un instant, de Jacques Chirac qui a payé. Son discours, le premier sur le changement, avant les autres candidats, prouve qu'il avait sans aucun doute choisi le bon positionnement. On en voit la preuve aujourd'hui avec ce score d'un peu plus de 52%. Est-ce qu'on peut revoir la grande salle de l'Hôtel de Ville de Paris où nous attendons Jacques Chirac? Beaucoup d'ambiance en attendant l'arrivée, j'allais dire, du candidat Chirac, ou plutôt du président Chirac, puisqu'il vient d'être élu avec plus de 52% des suffrages. On aperçoit Bernadette Chirac sur la droite de l'écran. Elle attend son mari, qui ne devrait pas tarder maintenant, Gilles. Oui, Jacques Chirac a prévu ce soir, maintenant vous donnez Claude Chirac, remettez-nous l'image qui vient d'arriver. Jacques Chirac qui avait en fait proposé 3 interventions publiques ce soir. Une première intervention donc dans quelques secondes du siège de sa mairie de Paris, c'est-à-dire à l'Hôtel des Villes. Puis ensuite une seconde déclaration, Henri. En attendant, nous voyons la place de la Concorde avec quelques drapeaux tricolores, voilà. Une image qui nous parvient en direct. Une seconde intervention qui devait se dérouler juste à côté du QG de campagne avenue d'Iéna, cette fois avec les parlementaires tous confondus de la majorité, RPR, UDF, avec la présence de Valéry Giscard d'Estaing, de Raymond Barre. On parlait également de la présence éventuelle d'Édouard Balladur. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, on prévoyait une 3e intervention du maire de Paris, du président de la République, il faut s'habituer à le dire aujourd'hui. Une 3e intervention au quartier général de la campagne, cette fois avec les militants. Il a visiblement un petit peu de retard, il doit mettre la dernière main, la dernière touche au discours, Gilles. Oui, absolument. Une intervention qui devrait durer de l'ordre d'une dizaine de minutes, c'est en tout cas ce que l'entourage de Jacques Chirac nous confiait cet après-midi. Grosse pièce dans le grand salon de l'Hôtel de Ville. Normalement, Jacques Chirac devrait faire son apparition d'un instant à l'autre. Philippe Douste-Blazy, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un peu le centriste, représentant du CDS, en tout cas sur ce plateau. Sur la victoire de Jacques Chirac, c'est la victoire de la majorité tout entière pour vous. Écoutez, d'abord, c'est un grand sentiment, bien sûr, de joie, de bonheur, parce que depuis 1981, on n'avait pas vu une majorité faire la cohésion entre le premier et le deuxième tour. Moi, je finissais par me faire des soucis aujourd'hui. Et on voit très bien que ce n'est pas le Front National qui s'est reporté sur Jacques Chirac, ce sont justement tous ceux qui ont voté pour Édouard Balladur, et en particulier justement l'UDF et le centre. Mais en même temps, cette victoire, elle nous donne, à nous, les femmes et les hommes politiques, une très grande responsabilité, parce que nous ne devons pas décevoir tous ceux qui nous ont fait confiance, et en particulier la jeunesse de France. Je me souviens, j'avais 27 ans en 1981, je me souviens des millions de jeunes qui chantaient dans la rue, à Paris, dans les grandes villes, dans les villages, et croyant que la société allait changer. Moi je dis ce soir, soyons joyeux, soyons heureux, mais soyons humbles et modeste, parce que cette jeunesse de France qui est généreuse et solidaire, il ne faut pas la décevoir, il faut l'aider. Vous êtes conscient que c'est le plus dur qui commence peut-être ce soir? Bien sûr, le plus dur. C'est pour ça, je crois qu'il faut être très heureux de cette victoire, mais encore une fois, modestie. Philippe Douste-Blazy, Michel Barnier, je pourrais poser la question également à Pierre Moscovici. Sur la modestie, sur la modestie, je pense qu'il n'est pas toujours modeste. Non, ce que je crois, c'est qu'il n'a pas réalisé qu'une partie de l'électorat du Front National s'était reportée sur Jacques Chirac. Autrement, Jacques Chirac ne serait pas élu ce soir tout de même. Et une partie des électeurs de Balladur ont voté pour Lionel Jospin. Alors là aussi, s'il vous plaît, remettons les choses à plat. Remettons les choses à plat. Jean-Marie Le Pen a laissé la liberté de vote à ses électeurs. J'aimerais que vous en fassiez autant quand les électeurs du RPR Je rappelle simplement les chiffres qui sont une indication donnée par l'Institut CSA, pour bien que les choses soient claires. Eh bien, les électeurs de Jean-Marie Le Pen du premier tour se sont reportés à 57% pour Jacques Chirac, 24% pour Lionel Jospin et 19% dans l'abstention. Ce ne sont pas les partis politiques et les sondages qui font l'élection, que les Français sont libres et jugent en conscience de celui qui doit être le meilleur président de la République. Ils ont choisi Jacques Chirac et nous leur sommes heureux. Une question à Philippe Douste-Blazy, Michel Barnier, également à Pierre Moscovici. Les deux candidats, Jacques Chirac et Lionel Jospin, ont promis le changement, mais également le rajeunissement et le renouvellement des équipes. Tous les trois, vous avez à peu près, grosso modo, le même âge. Est-ce qu'une page politique est en train de tourner? Est-ce que c'est la place aujourd'hui, je dirais, à une nouvelle génération? Michel Barnier, peut-être? Jacques Chirac est le premier président de la République à ne pas être marqué dans son histoire personnelle par la Deuxième Guerre mondiale. Et
et la suite de cette Deuxième Guerre mondiale et la Quatrième République. Donc je crois qu'en effet, il a le souci de procéder à ce renouvellement. Moi j'en suis très heureux parce que le pays a profondément changé. Il y a des millions de nouveaux électeurs, Philippe Douste-Blazy vient d'en parler, qui ne réagissent pas comme une autre génération le faisait. Donc il faut parler à ces jeunes. Je vous interromps car Jacques Chirac vient d'arriver. On va tout de suite découvrir l'image en direct de l'Hôtel de Ville de Paris. Et nous allons écouter le nouveau président de la République. Merci. Merci à toutes et à tous. Mes chers compatriotes, à l'heure où je parle, les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Et je salue tous les autres avec respect. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Je mesure la gravité des responsabilités qui vont être les miennes. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend. Comme vous, je veux un État vigoureux, impartial, exigeant pour lui-même et soucieux de la bonne utilisation des deniers publics, un État qui n'isole pas ceux qui gouvernent du peuple qui les a choisis. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Les remèdes classiques ont fait long feu. Il faut une nouvelle approche, de nouvelles méthodes. Il faut, avant de prendre quelque décision que ce soit, se poser la question, est-ce que c'est bon pour l'emploi? Toutes les initiatives seront soutenues, toutes les énergies seront mobilisées, toutes les réussites seront encouragées. Et il en sera de même pour la lutte contre l'exclusion. Lorsque nous aurons fait reculer ces fléaux, alors la France redeviendra elle-même terre de liberté, de fraternité, d'égalité des chances, terre de solidarité. De nouveau naîtra dans notre pays l'espoir de l'ascension sociale. De nouveau, le progrès sera attendu et l'avenir désiré. De nouveau, la patrie des droits de l'homme rayonnera dans le monde. Et de nouveau, la France sera le moteur de l'Union européenne, gage de paix et de prospérité pour notre continent. Ce soir, je pense à mes parents. Je pense aux patriotes, simples et droits, dont nous sommes tous issus. J'aurai accompli mon devoir si je suis digne de leur mémoire. Soyons unis, mes chers compatriotes. Soyons tolérants et fraternels. Mais soyons aussi inventifs, audacieux, conquérants. Alors la France redeviendra un phare pour tous les peuples du monde, et c'est sa vocation. Vive la République et vive la France! Jacques Chirac.
En direct. Bon nombre de mots, notamment le mot tolérance. Votre interprétation, Pierre Moscovici? Je crois que le président élu a conscience des problèmes qui attendent la France, notamment qu'il a souligné le défi principal qui est le défi du chômage. Donc je crois que c'est une bonne chose. Il faut saluer un discours qui montre qu'on a conscience de ce qu'il faut faire. En même temps, moi je reste dubitatif sur les remèdes. Je crois qu'il faudra faire autre chose que ce qui a été dit dans la campagne. Je ne prendrai qu'un exemple, le problème des salaires. Il y a une urgence sociale en France là aussi. Je crois que c'est lié d'ailleurs à l'emploi. Il faudra agir vite. Tour social, je crois que ce n'est pas le sujet. Il faut effectivement un renouveau, une tolérance, mais il faut répondre aux problèmes du pays. Et je crois qu'il faudra effectivement de l'imagination, davantage que Jacques Chirac n'en a fait preuve dans la campagne. Mais, Monsieur Lajoigny, la prise de conscience du problème. Un mot après cette première intervention du président Chirac. Le discours du président de la République élu comporte une contradiction qu'on avait d'ailleurs relevée dans sa campagne électorale, puisqu'il a parlé de changement. Et son programme n'apporte pas le changement, puisqu'il reste soumis aux critères de l'argent et aux critères de Maastricht. Alors par conséquent, c'est sa contradiction à lui, mais le peuple doit intervenir. Et les communistes sont prêts à participer avec ce peuple-là, avec les travailleurs, pour justement exiger d'autres mesures que celles que M. Chirac prévoit. Merci. Arrivée de Jacques Chirac dans son QG de l'avenue Iéna dans 5 minutes, Gilles. Oui, Jacques Chirac, on vient de le voir, vient de partir à l'instant même de l'hôtel de ville de Paris. Il va maintenant donc se rendre avenue d'Iéna avec donc 2 réunions importantes. D'abord à la Maison des Arts et Métiers, juste en face de son quartier général. Il va donc s'adresser d'abord aux parlementaires RPR et UDF. Et ensuite, il traversera la rue, l'avenue d'Iéna, pour s'adresser cette fois aux militants. J'espère que nous aurons cette image en direct dans quelques minutes. En attendant, on va aller effectivement à Bonn pour voir comment nos voisins allemands analysent le résultat ce soir. Nous avons en direct Pascal Verdeau depuis Bonn. Oui, Henri, pas encore de réaction officielle, mais vous savez que les milieux allemands ont suivi avec beaucoup d'attention la campagne électorale française et noté l'absence de l'Europe dans le débat français. L'absence de l'Europe, c'est un petit peu l'absence d'Allemagne. Cela dit, les Allemands, vous les connaissez, sont des gens réalistes et ils savent très bien que le premier voyage officiel du nouveau président français se fera à Bonn. Alors il faut bien dire que sur le dossier européen, les Allemands attendent une clarification de la position de Paris. Surtout sur le passage à la monnaie unique, les économistes allemands s'interrogent comment satisfaire aux critères de convergence de Maastricht. En d'autres termes, comment à la fois relancer l'Europe, relancer l'emploi sans creuser les déficits publics. Les Allemands, vous savez qu'ils seront en fait très attentifs, ils regarderont à la loupe la composition du gouvernement de Jacques Chirac. Et là, leur favori, celui qui jouit ici de la meilleure réputation, c'est Alain Juppé, qui est qualifié de réaliste, de pragmatique et surtout qui n'emploie jamais cette idée qui hérisse beaucoup le poil des Allemands du rang de la France dans le monde. Jacques Chirac, lui, est